Donc bonjour à tous, je vais vous parler de l'auto-transformation de desserts mixtes à base de lait et de légumineuses comme un levier pour la résilience et l'autonomie des fermes laitières françaises. Donc c'est dans le cadre d'un projet français qui s'appelle VG-Lait. Au niveau du contexte, la ferme transformatrice laitière elle fait face à de nouveaux défis globaux. Donc par ferme transformatrice laitière, on va parler en fait de fermes qui vont valoriser l'ensemble de leur lait sur un atelier de transformation qui est directement présent sur la ferme. Donc ça va être sous forme de produits laitiers comme les yaourts ou les crèmes dessert ou les glaces. Et ces fermes, en fait, elles vont faire face à de nouveaux défis globaux, notamment le défi climatique dont on a beaucoup parlé, donc je vais aller assez vite sur cette notion. Mais la ferme transformatrice, elle va devoir réduire les impacts environnementaux de ses produits laitiers, mais également de toute son exploitation pour avoir en fait une filière qui sera durable. Et on a aussi un autre défi qui va être les tensions économiques, notamment très présentes actuellement, et sortir en fait de la dépendance des marchés. Il faut savoir que les fermes transformatrices françaises, elles achètent aujourd'hui des produits extérieurs pour concevoir leur yaourt et leur crème dessert. Et c'est des produits qui vont avoir une inflation sur ces produits due aux crises, et notamment de gasoil et de gaz. Et ça fait grimper en fait intrinsèquement le prix de chaque ingrédient acheté à l'extérieur. Donc il y a vraiment une volonté de devenir plus autonome sur les fermes et sur les produits qu'on va proposer en fait aux consommateurs. Le projet VG-Lait s'intéresse en fait à concevoir un nouveau scénario de filière de la culture, donc de la partie agronomie, jusqu'à la transformation et à la consommation, donc jusqu'au consommateur, en développant en fait des produits mixtes lait-légumineuses pour renforcer en fait l'autonomie des exploitations et réduire l'empreinte carbone du système alimentaire. Donc qu'est-ce qu'on entend par un produit lait-légumineuse ? On entend en fait un produit qui va intégrer des farines de légumineuses au sein des yaourts qui sont déjà conçus à partir de lait. Il existe aujourd'hui déjà des produits mixtes, mais plutôt lait-céréales. Il y a notamment ici localement du millet qui est associé en fait au lait. Et aujourd'hui, on veut proposer la même démarche en fait avec les légumineuses pour renforcer notamment l'apport protéique, mais aussi parce que les farines de légumineuses, elles ont une fonctionnalité naturelle qui va permettre de texturer le produit et de rendre le produit onctueux, tout en réduisant en fait les impacts environnementaux des formulations. Le but de ce projet, il s'intéresse en fait à concevoir un produit laitier qui va être un analogue en fait des produits laitiers actuels. Donc c'est pas développer une nouvelle recette, mais c'est copier les recettes actuelles en intégrant en fait des farines de légumineuses pour les 2 points que je vous ai cités. Mais quels sont les intérêts ? Donc il y a d'abord un intérêt environnemental, parce qu'en remplaçant une partie du lait par des farines qui seraient autoproduites sur les fermes, on va pouvoir permettre de renforcer l'autonomie des fermes qui ne va pas acheter en fait d'autres ingrédients à l'extérieur pour apporter de la texture aux recettes. Et ça va également décarboner les recettes parce qu'on va réduire la liste d'ingrédients des produits laitiers confectionnés. On va permettre aussi d'un point de vue agronomique de diversifier les itinéraires techniques culturaux des fermes en incorporant en fait des légumineuses au sein des cultures cultivées. Et on va du coup renforcer la complémentarité de la culture et de l'élevage, et on va aussi diversifier en fait les débouchés de la ferme qui va pouvoir vendre aussi des cultures végétales en supplément du lait et des produits laitiers. On va aussi produire des produits mixtes qui sont innovants d'un point de vue nutritionnel, puisqu'on va apporter des nouvelles solutions pour favoriser en fait, le rééquilibrage protéines végétales animales, qui est très recommandé par les politiques françaises en fait, rééquilibrer la part de protéines végétales dans l'alimentation des Français et du coup de rééquilibrer les protéines végétales et animales. Aujourd'hui, le projet il s'intéresse autant à l'amont qu'à l'aval qu'aux consommateurs. Donc, on va avoir des parties qui vont s'intéresser vraiment à l'agronomie et à la conception au champ des innovations culturelles. On va avoir la partie où moi je travaille sur en fait, la conception de produits alimentaires. Et donc là, on est appuyé par un réseau de fermes qui vend en local et qui produit localement. C'est des fermes biologiques et le réseau s'appelle Invitation à la ferme. Et on va avoir également un autre industriel qui va intervenir dans ce projet qui est spécialiste en fait, dans la transformation des graines en farine, ces farines qui vont ensuite être incorporées à nos produits. On va avoir aussi 2 autres tâches qui vont s'intéresser plus au comportement des consommateurs face à ces nouveaux produits et à l'acceptation de ces produits mixtes, mais aussi une partie qui va s'intéresser en fait
à la durabilité de cette nouvelle filière et aussi aux analyses de cycle de vie en fait, des ingrédients, mais également la sécurité sanitaire et alimentaire en fait, de ces nouveaux produits qui incorporent 2 sources de protéines différentes. Aujourd'hui, c'est un projet qui est en cours de 2e année, donc on a peu de résultats, mais je vais pouvoir vous présenter les résultats sur la partie agronomique et conception alimentaire. Donc d'un point de vue agronomique, il a été intéressant d'évaluer en fait différents modes de conduite, des cultures associées, de l'inoculation aussi bactérienne, pour introduire des légumineuses à haute valeur environnementale sur différents territoires, pour sécuriser en fait l'autonomie des exploitations et la résilience des systèmes de culture. Aujourd'hui, les tests agronomiques ils sont déroulés dans 2 territoires, donc en Grand Est et en Bretagne, qui sont des territoires avec des climats et des sols assez différents. Et sur 5 espèces de légumineuses, donc la lentille, le pois chiche, le pois, la févrole et le lupin, et selon plusieurs modes de conduite, comme je vous l'ai déjà indiqué. Les premiers résultats ils montrent qu'en fait, diversifier les espèces dans des territoires aux conditions pédoclimatiques vraiment différentes, ça permet de sécuriser les rendements en fait, du réseau de fermes tout entier, et ça permet d'assurer en fait, une rentabilité chaque année en fonction des aléas climatiques. On voit également avec ces premiers résultats que miser sur l'association d'espèces, c'est-à-dire cultiver la légumineuse, donc par exemple là, en photo on voit la lentille avec de l'orge, ça va permettre en fait, de sécuriser des rendements et d'éviter, en fonction des aléas climatiques, la perte de rendement sur certaines espèces. Donc l'orge, elle va permettre en fait, d'avoir une notion de tuteur par rapport à la lentille et on ne va pas perdre des graines sur le sol et ça va être difficile à ramasser si la lentille elle verse, alors que seule elle va verser et être couchée sur le sol et ça va être vraiment plus difficile pour les éleveurs et les paysans de récupérer ces graines-là et c'est une perte pour eux. D'un point de vue conception alimentaire, on s'est intéressé en fait, à développer des produits mixtes lait légumineuses à partir de ces farines qui avaient été produites par l'UMR Agronomie. Et ça a un but en fait, de réduire l'empreinte carbone et d'optimiser la qualité nutritionnelle via des recettes qui seraient simplifiées. Donc on s'est intéressé à 3 types de recettes, des yaourts, des crèmes desserts et des crèmes glacées sur les 5 espèces de légumineuses que je vous ai précédemment citées, et selon différentes modalités de farine, donc qu'elles soient cultivées en association ou en pure, qu'elles soient dépelliculées ou non, qu'elles soient natives ou traitées thermiquement, et on a aussi analysé l'effet région. Les premiers résultats ils montrent qu'on obtient en fait, des produits vraiment proches d'un point de vue textural et organoleptique, mais également visuel, comme vous pouvez le voir, au niveau des analogues laitiers, et que toutes les espèces de légumineuses fonctionnent. Ce développement de recettes mixtes il permet en fait, de réduire l'achat d'ingrédients hors de la ferme, parce que ça va permettre de réduire la liste des ingrédients et d'apporter toujours la même texture comme on le souhaite par rapport aux témoins laitiers. L'ajout de farine de légumineuse elle permet également de réduire, comme je vous ai dit, l'apport en protéines animales au minimum de 18% en fait, dans ces desserts. Pour conclure rapidement, le projet VGLait en fait, se base sur développer des matrices laitières mixtes grâce aux légumineuses autoproduites sur la ferme comme en fait, un levier pour une production durable et une exploitation autonome. Donc, c'est un projet qui s'est développé en France mais qui pourrait peut-être s'appliquer à d'autres pays. Et ce qu'on peut retenir, c'est que d'un point de vue agronomique, en fait, il faut sécuriser et produire localement, et les leviers de réussite, ce serait l'association d'espèces et l'inoculation en fait, des graines qui stabilisent les rendements et permettent de réduire l'achat d'intrants extérieurs. Qu'il faut une expertise locale avec un choix de légumineuses qui doit être spécifiquement adapté à chaque terroir. D'un point de vue conception alimentaire, ça permet d'innover en fait, par l'hybridation en rendant en fait, les recettes plus naturelles et clean label en utilisant des farines de légumineuses qui permettent de les rendre plus simples et moins transformées. Au niveau sensoriel, on a en fait très peu de différence sur ces produits par rapport aux analogues laitiers. On a un goût toujours qui est très proche des produits laitiers classiques, donc ça ne pose pas de problème vis-à-vis des consommateurs. Et aujourd'hui, le projet il a plusieurs perspectives, surtout sur évaluer l'empreinte environnementale en fait, globale de cette nouvelle filière et aussi analyser les leviers économiques, territoriaux et sociaux qui permettraient d'assurer l'ancrage et la viabilité du projet au sein des filières territoriales. Et pour terminer, on va avoir aussi une analyse multicritère qui permet de co-construire en fait, avec l'ensemble des acteurs le modèle le plus souhaité face au changement climatique et aux tensions économiques actuelles. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cheikh Tidiane Wilane.
Je suis doctorant affilié à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'Institut de recherche pour le développement. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse portant sur les produits laitiers fermentés au Sénégal, prédominance du lait caillé dans la consommation des adultes sénégalais. Et comme contexte, au Sénégal, la production laitière est essentiellement assurée par les races bovines. Cette production est estimée à 264 millions de litres en 2018 par l'ANSD. Elle est essentiellement assurée par l'élevage pastoral qui occupe 59%, suivi de l'élevage de métis 34% et l'élevage de races pures exotiques 7%. Toutefois, cette production locale est jugée insuffisante car ne couvre que 33% de la consommation en produits laitiers au Sénégal, ce qui justifie en grande partie la part importante de l'importation des produits laitiers dans la consommation de la population sénégalaise. Le lait produit localement est souvent transformé par fermentation en d'autres types de produits, tels que le lait caillé, le beurre de vache, les yaourts, les fromages. Et la consommation annuelle du lait et de ses produits dérivés est estimée à 32 kg par personne, et la part destinée à l'autoconsommation est très élevée et varie entre 35 et 80% de la production nationale. Ces produits laitiers dérivés jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire, notamment par la disponibilité et l'accessibilité, mais également présentent un fort potentiel nutritionnel, notamment par des teneurs importantes en calcium dans le lait de vache fermenté spontané. À noter également qu'il existe beaucoup de données manquantes dans la composition nutritionnelle de ces produits. Malgré l'importance de ces produits laitiers dans l'alimentation sénégalaise, les données nationales sur leur consommation restent très limitées, ce qui justifie en grande partie la mise en œuvre de cette étude afin d'évaluer la consommation des produits laitiers fermentés chez les adultes sénégalais. Et de façon plus spécifique, il s'agit d'évaluer le niveau de consommation, c'est-à-dire la proportion d'adultes qui consomment ces produits laitiers fermentés au niveau national et par zone ethnoculturelle. Également, estimer la fréquence de consommation par type de produit, c'est-à-dire le lait caillé artisanal, industriel, le lait fermenté spontané, le yaourt, le beurre de vache et le fromage. Et enfin, quantifier la consommation journalière en estimant les quantités journalières consommées par type de produit laitier fermenté. Donc, pour ce faire, nous avons mené une étude transversale descriptive dans 5 zones ethnoculturelles du pays. Donc, dans la zone nord du pays, le centre, la zone ouest, dans la zone est et le sud du pays, afin de capter les variations qui peuvent exister dans ces différentes zones. Au total, 454 adultes ont été inclus dans notre étude. Un questionnaire spécifique dédié aux aliments fermentés et validé en Europe dans le cadre du projet Pimento a été adapté au contexte du Sénégal et utilisé dans le cadre de notre enquête. La collecte des données a été réalisée pendant 2 jours successifs avec 4 enquêteurs qui ont été formés sur l'utilisation de l'outil de collecte, mais également sur la standardisation des termes à utiliser sur le terrain. La consommation des produits laitiers fermentés a été évaluée sur les 30 jours précédant l'enquête. Donc, tout d'abord, on posait la question à l'enquêté s'il a consommé au moins un produit laitier fermenté durant les 30 jours précédant l'enquête. Et si la réponse est oui, on collectait les données sur la fréquence de consommation de chaque type de produit fermenté et la fréquence allait de jamais à plus de 2 fois par jour. Pour les produits laitiers fermentés qui ont des fréquences de consommation différentes de jamais, nous avons collecté la portion habituellement consommée à l'aide d'un catalogue d'images de portions alimentaires standardisées. Et enfin, nous avons quantifié la consommation journalière en multipliant les portions habituellement consommées par les fréquences de consommation qui sont converties en fréquences journalières. Et en termes de résultats, notre étude a montré que le niveau de consommation des produits laitiers fermentés est très élevé au Sénégal, avec 83% des adultes sénégalais qui confirment qu'ils en consomment au moins une fois dans les 30 jours précédant l'enquête. Et cette prévalence est similaire entre les zones rurales et urbaines. Toutefois, nous avons observé des disparités entre les zones ethnoculturelles, notamment dans la zone sud où le niveau de consommation est de 72%, comparé à la zone ouest du pays où le niveau de consommation des produits laitiers fermentés est de 89%. Ces disparités pourraient principalement s'expliquer par les habitudes alimentaires qui peuvent être différentes
d'une zone à une autre, mais également par l'accès aux produits laitiers locaux qui peuvent varier entre les zones ethnoculturelles. L'évaluation de la fréquence de consommation montre que le fromage, le yaourt, le lait fermenté industriel et le beurre de vache sont les produits laitiers fermentés les moins fréquemment consommés par les adultes sénégalais. Toutefois, le lait caillé artisanal, qui est un lait caillé produit dans les boutiques de quartier au Sénégal et vendu dans les coins et recoins des grandes villes, est le produit laitier fermenté le plus fréquemment consommé. En effet, 31,7% des adultes sénégalais confirment qu'ils consomment une à deux fois par semaine ce type de produit laitier fermenté. 17,3% des adultes confirment qu'ils consomment ce type de lait fermenté entre 3 à 6 fois par semaine. En ce qui concerne le lait fermenté spontané, nous avons remarqué que la fréquence de consommation n'est pas très importante. Seulement 9,3% des adultes confirment qu'ils consomment ce type de produit une à deux fois par semaine. Ceci pourrait principalement s'expliquer par la période pendant laquelle la collecte des données a été réalisée, qui est la période de la saison sèche où la disponibilité et l'accessibilité au lait frais est très faible. L'évaluation de la consommation journalière montre que le lait caillé artisanal, qui est le lait fermenté le plus fréquemment consommé, est en effet le type de lait fermenté le plus consommé par jour. En effet, 36 ml de lait caillé artisanal est consommé par les adultes sénégalais par jour, suivi de yaourt 26,8 ml par jour, suivi de lait fermenté spontané 19,1 ml par jour. Toutefois, le beurre de vache et le fromage sont les types de lait fermenté les moins consommés par jour, seulement 2,8 ml par jour pour le beurre de vache et 1 ml par jour pour le fromage. En conclusion, cette étude fournit les premières données nationales sur la consommation des produits laitiers fermentés au Sénégal, caractérisée par un niveau de consommation élevé avec 83% des adultes sénégalais qui sont consommateurs et des disparités géographiques significatives marquées par des habitudes de consommation qui varient selon les zones ethnoculturelles, notamment entre la zone sud et la zone ouest. Le lait caillé artisanal est le produit laitier fermenté le plus consommé, caractérisé par une fréquence de consommation et une consommation quotidienne élevée. Les résultats de notre étude ouvrent plusieurs perspectives. Tout d'abord, estimer la contribution de ces produits laitiers dans la couverture des besoins nutritionnels de la population sénégalaise en analysant la composition nutritionnelle des produits laitiers fermentés locaux, notamment leur teneur en vitamine B qui peuvent être influencés par la fermentation. En effet, nous avons mené des études, ou bien nous sommes en train de mener des études, des analyses par HPLC associées à la spectro de masse sur les teneurs en vitamines de ces produits laitiers et nous avons observé qu'il existe des différences entre les teneurs en vitamine B en fonction du type de produit laitier fermenté, mais également en fonction du type de fermentation utilisé. Et en plus, il a été montré dans la littérature que lors de la fermentation, certaines bactéries qui sont impliquées ont la capacité de synthétiser de la vitamine, notamment la vitamine B9 et la vitamine B12. La plupart de ces produits laitiers sont fermentés dans des conditions qui ne respectent pas les règles d'hygiène. Donc on s'est dit qu'il serait également bien de faire des études pour évaluer la qualité sanitaire de ces produits laitiers fermentés. Dans le cadre de mes travaux de thèse, nous avons mené des séquençages shotgun pour déterminer quels sont les micro-organismes qui sont présents dans ces produits laitiers fermentés. Nous avons également remarqué que dans les produits laitiers fermentés de façon artisanale, il y a la présence des micro-organismes qui sont parfois opportunistes ou bien pathogènes à l'homme. Et enfin, comme perspective, nous avons dit qu'également il serait bien d'évaluer le potentiel des produits laitiers fermentés dans la lutte contre la malnutrition et la diarrhée chez les enfants qui constituent des problèmes majeurs au Sénégal depuis des décennies. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonjour à tous. Merci pour cette initiative. Je suis Nazer Biaou, doctorant en première année à l'Université de Montpellier, basé à l'unité mixte de recherche CELMET. Mon travail porte sur la co-conception d'innovation agroécologique dans les business models des opérateurs de la chaîne de valeur du fromage Gassiré Wagashi du Bénin, en partant des attentes de l'aval. Cette présentation se fera sous 4 points.
Dans un premier temps, une mise en contexte à travers une brève introduction, suivie de nos résultats préliminaires à travers la méthode et la littérature, le dispositif envisagé dans le cadre de cette thèse et enfin la conclusion. L'Afrique de l'Ouest est marquée aujourd'hui par une augmentation de la population, une hausse des revenus, ce qui entraîne un besoin croissant en termes de protéines animales et un besoin de renforcement des chaînes de valeur locales pour répondre aux besoins des consommateurs. Les produits laitiers, comme on en a vu beaucoup aujourd'hui, le lait fermenté, le fromage, sont des alternatives de solutions en termes d'alimentation équilibrée ou encore en termes d'apport en protéines. Le Gassiré Ouagaché, c'est le fromage de lait de vache le plus connu et le plus consommé au Bénin. Si vous avez fait un tour pendant la foire aux innovations, vous l'aurez trouvé de ce côté, je ne sais pas si vous vous retrouvez. Voilà, il y avait un stand du Bénin qui le proposait. Mais aujourd'hui, des questions se posent notamment sur les pratiques de transformation, de conservation de ce fromage-là. On se demande aussi qui sont les acteurs et opérateurs qui sont impliqués. Dans une étude récente, vous aurez vu que le secteur au Bénin, par rapport au lait, est un peu encore informel et pas très organisé. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs questions qui se posent, notamment liées à la qualité sanitaire, organoleptique ou encore nutritionnelle de ce produit. Et c'est le rôle de la recherche d'apporter des solutions dans ce sens pour pouvoir permettre un accès à ce produit-là et une viabilité pour les acteurs de cette chaîne de valeur-là. C'est donc pour répondre à ces gaps de connaissances que cette thèse veut apporter comme réponse à cette question comment co-construire à partir des attentes des acteurs et opérateurs de l'aval, des chaînes de valeur agroécologiques pour les filières des fromages Ouagachi. Et donc, là, je commence un peu mon travail de synthèse bibliographique, je viens de commencer là, et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs dans cette chaîne de valeur, beaucoup d'études l'ont dit récemment, donc on a des éleveurs, on a des collecteurs, on a des grossistes, on a des transformatrices, on a des détaillants, on a des acteurs d'appui au développement. En termes de données liées à la consommation, on a très peu de données, mais on sait que c'est le produit laitier le plus connu et consommé au Bénin, qu'il est utilisé comme source de protéines animales de qualité, et aussi que la qualité de ce produit est associée en priorité à la blancheur. Parce qu'au départ, ce fromage, il est blanc, mais il est coloré à travers les feuilles ou les tiges de sorgho. Si vous avez fait un tour dans le stand du Niger juste en face, vous l'aurez trouvé dans sa nature blanchâtre. Et donc, on a aussi une étude de CAPO qui notifie que l'achat de ce produit-là au Bénin est influencé par plusieurs attributs, notamment la taille, la texture du fromage ou encore l'origine perçue du lait. Et si vous vous souvenez, au début de cette présentation, je parlais un peu de l'aval, c'est-à-dire la particularité de cette thèse, c'est qu'on veut partir de l'aval, c'est-à-dire des consommateurs, comprendre un peu quels sont les besoins de ces consommateurs-là pour pouvoir améliorer la chaîne de valeur et remonter plus bas. Étant donné qu'il y a très peu d'informations, avec la littérature que nous avons eue, nous avons mis en place ce qu'on appelle des situations de commercialisation, donc des circuits de commercialisation. Là, je vous présente un circuit court, c'est-à-dire qui part d'un ménage où on a l'éleveur, où on a la transformatrice individuelle, qui va directement sur le marché, c'est-à-dire la transformation est directement vendue sur le marché. Et donc l'objectif de ces situations-là, c'est de répondre à la question qui sont les consommateurs. Et là, on a deux entrées possibles, c'est-à-dire soit on passe par les transformatrices individuelles pour remonter directement vers les consommateurs, recueillir leurs besoins et en fonction de ça, retravailler sur la chaîne de valeur, ou on essaie de passer directement de par la distribution pour remonter aux femmes ou aux consommatrices. Donc, on a identifié deux types de circuits. Je parlais des circuits courts et des circuits longs avec plusieurs intermédiaires, notamment des collecteurs, des grossistes ou encore des détaillants. Et si vous remarquez un peu au niveau des circuits longs, la distribution est presque pareille. Soit le Ouagachi est vendu sur le marché local de façon directe, ou il passe par des détaillants, ou il passe par des grossistes, ensuite par des détaillants. On a deux types de marchés, notamment le marché local et le marché extra-local, c'est-à-dire il peut être commercialisé au Niger, au Nigeria ou encore au Togo tout près. Et la différence au niveau de ces trois circuits longs réside dans un premier temps, nous avons deux types de transformatrices. Nous avons des groupements de transformatrices et des transformatrices individuelles. Donc, nous avons des circuits avec des campements Peul où on a une partie de la production qui est faite par les éleveurs et qui est remise directement au groupement de transformatrices
Donc, il n'y a pas forcément de marchandage. Ensuite, nous avons deux situations avec des groupements de transformatrices et des transformatrices individuelles, avec un apport, soit les groupements vont directement sur le marché local pour l'approvisionnement, ou elles passent directement par des collecteurs. Et donc, en termes d'ambition, pour le dispositif de ces thèses-là, on prévoit 3 étapes, notamment dans un premier temps le diagnostic de la chaîne de valeur Gasiré-Wagashi, ce qui a déjà commencé, notamment par une cartographie des producteurs et des transformateurs du lait de vache en Gasiré-Wagashi. La suite, c'est étudier les préférences et les attentes des consommateurs afin d'identifier les points d'amélioration possibles. La seconde phase, c'est co-construire ces innovations-là pour répondre aux attentes des consommateurs. Et dans ce cas, l'outil qu'on veut utiliser ici, c'est le business model ou le modèle d'affaires, qui sera un peu le centre des échanges et qui va valoriser un peu ces innovations-là. Ensuite, il s'agira de co-construire ces innovations avec les différents opérateurs pour répondre aux attentes des consommateurs tout en consolidant les différents business models. Et on a aussi comme ambition d'évaluer un peu les changements et les premiers impacts de ces innovations-là. Et donc, la zone d'étude, on travaille au Bénin, notamment sur 3 villes. On a Parakou, qui est une grande zone de production. On a Dassazoumé, qui est la zone un peu au centre. La carte, elle est toute petite, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, c'est un peu le centre du pays où se retrouve généralement l'offre et la demande. Donc, du coup, c'est une zone de collecte. Donc, on a Dassazoumé et un peu au sud du pays, on a de grandes zones de consommation, notamment à Bomé-Calavi. Et en termes d'outils de collecte ou d'analyse de données, on aura de la recherche bibliographique, s'il y a déjà en train d'être fait, des focus group, des entretiens semi-structurés et, si possible, des analyses sensorielles. Et donc, pour conclure, on remarque que dans cette chaîne de valeur-là, on note une diversité d'acteurs et d'opérateurs et plusieurs situations de commercialisation qui ne renvoient pas forcément au même type de consommateurs ou aux mêmes attentes. Et donc, la prochaine étape pour nous consistera à identifier les attentes des différents consommateurs, de confronter un peu les différentes situations que nous avons proposées par rapport à la réalité, ce qui permettra de cibler des profils de transformatrices pour les circuits étudiés et permettre une démarche de co-conception avec ces différents acteurs et opérateurs en partant des besoins exprimés. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et merci pour cette opportunité. En fait, mon thème, c'est qualité du lait et capacité de transformation. Quel verrou pour la valorisation des laits locaux en milieu urbain sahélien? Enseignement du bassin laitier de Niamey. Ici, je ne vais pas un peu revenir sur le contexte parce que j'ai vu en ce qui concerne la filière lait, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, c'est comme si c'est identique, les contextes. Et aussi, parallèlement, hier, il y a un de nos collègues de l'IRAM qui avait présenté le projet Narandou. C'est sur ces mêmes projets-là. Donc, pourquoi la filière lait est-elle stratégique à Niamey? Il y a un peu l'urbanisation de la demande. Maintenant, tous les citadins sont en train de retourner vers le lot local. Il y a aussi la concurrence des laits importés et aussi l'enjeu de la valorisation. Avant de passer, j'aimerais un peu vous faire un peu l'historique de l'évolution du secteur laitier au Niger. Parce que le secteur laitier au Niger, ça a commencé surtout dans la périphérie urbaine de Niamey dans les années 2006, avec le projet de renforcement des secteurs agricoles et élevage dans les périphéries de Niamey. Donc, de 2006 à 2008. À partir de ça a permis de créer, de mettre en place les centres de collecte des colos. Non, les centres de collecte des Hamdallah. Donc, à partir de 2012-2015, on a eu Narandou 1.
Donc, c'est ce qui a conduit jusqu'à Narandou 4. On a Narandou 1, Narandou 2, Narandou 3 et Narandou 4. Actuellement, nous sommes vers la phase finale de Narandou 4. Et ça a permis de mettre en place ces différentes phases, le centre de collecte de Kolo et le centre de collecte de Namaro. Avec ces différents centres de collecte et aussi avec les structurations et le suivi, ça a permis d'augmenter la demande. Parce qu'actuellement, avec les centres de collecte, nous livrons. Le centre de collecte est en train de livrer près de 900 litres de lait par jour pour la laitière du Sahel. Le centre de collecte de Hamdallah livre 300 à 400 à la laitière du Sahel et 200 litres à la Solani. Donc, ce sont des industriels. Pour cela, on peut dire que ça a tellement évolué. Et tout ça, c'était grâce à l'effort de l'IRAM et de l'ONG Karkara. Mais il y a tout récemment un problème qui était un peu un problème sahélien, un peu la situation sécuritaire. Et ça a beaucoup infecté les centres de collecte de Namaro. Parce que ça a fait en sorte qu'il y avait eu des interdictions de roulement, de déplacement de motos dans la zone. Or, les collecteurs sont en train d'utiliser les motos. Et aussi, parallèlement, il y a certaines zones qui sont dans des zones rouges, là où se trouvent les éleveurs. C'était vraiment compliqué pour ces éleveurs, pour ces collecteurs de partir dans la zone. Maintenant, le point de départ, c'était les centres de collecte. Donc, j'ai vu parmi toutes les présentations, les centres de collecte sont en train de revenir. Parce que ça a tellement de force. Il y a la force de collecte, il y a l'amélioration de la qualité. Parce que tous les contrôle de qualité, ça s'effectue au niveau des centres de collecte. Et aussi, ça a beaucoup de fragilités, comme la vulnérabilité économique et aussi la vulnérabilité institutionnelle. Si j'ai évoqué quelque part le centre de Namaro, c'est ici, il fait suite à des insuffisances comme la vulnérabilité institutionnelle. Maintenant, si vous prenez ces schémas autour des centres de collecte, si on prend l'éleveur qui fait la traite des soleils, il y a le collecteur qui vient collecter ces laits-là. Elle amène ça au niveau des centres de collecte qui fait le contrôle avant d'acheter ça. Et le centre de collecte va livrer ces laits aux unités de transformation. Ça peut être des unités industrielles, tout comme ça peut être des unités artisanales. Donc, ces unités feront en sorte de transformer ces laits et ces laits, c'est ça qui part aux consommateurs. Maintenant, nous avons un peu cette présentation est un peu le résultat des différentes études qu'on a eu à mener. Donc, le dispositif d'analyse se situe au niveau d'à peu près plusieurs acteurs. Il y a le producteur, le collecteur, les unités de transformation. Maintenant, si vous prenez entre le collecteur et le producteur, peut-être les méthodes de contrôle de qualité, ça ne peut être que sensoriel, soit de visuel, soit de l'odorat ou bien de goût. Maintenant, pour les textes physico-chimiques, ça c'est au niveau des centres de collecte. Et pour cela, il y a beaucoup de tests. Il y a les tests d'alcool, il y a les tests de lactodensimètre, il y a les chromosomes et ainsi de suite. Mais ici, en ce qui concerne aussi les producteurs, on fait des sensibilisations et beaucoup d'appui par rapport à l'hygiène de la traite. Et au niveau des transformateurs, on les appuie beaucoup dans la manipulation et aussi avec le collecteur, la manipulation et puis le risque de dégradation. Ce qui fait que pour qu'il y ait cette question de qualité, il faut que ça soit à chaque niveau, que ça soit au niveau des producteurs, avec un peu l'hygiène de la collecte des traites, avec le collecteur dans le cadre des transports, au niveau des centres en réceptionnant des laits de bonne qualité et en les analysant, et avec aussi les transformatrices de lait local. Maintenant, quel est le défi? En ce qui concerne les transformatrices, on a différents défis. Il y a un peu capacité technique et organisation limitée, surtout les transformatrices artisanales. Malgré qu'il y ait beaucoup de renforcement des capacités, mais ça reste beaucoup à faire. Et aussi par rapport aux circuits, surtout les collecteurs. Il y a non seulement le circuit au niveau des collecteurs pour amener au centre de collecte, les matériaux qu'on utilise, ce ne sont pas des matériaux adoptés. Si vous prenez dans le cas de Niger, la plupart des collecteurs, ils préfèrent utiliser des bidons jaunes d'huile.
Alors qu'il y a même des projets qui ont eu à les équiper avec des jerrycans conventionnels, mais ils préfèrent prendre, parce qu'un seul collecteur peut transporter jusqu'à 100 litres, alors qu'avec le jerrycan, il ne peut pas transporter ces quantités de lait. Et aussi pour les transformatrices, elles préfèrent utiliser les laits de circuit parallèle qui ne passent pas par les centres de collecte. Ce qui fait qu'elles encourent beaucoup de risques. Des fois, des risques de contamination ou de dégradé ou de l'acidité du lait. Ce qui les encourt à des pertes. Et aussi, il y a un autre aspect par rapport au défi, par rapport à la coordination, l'absence un peu de contrat. Je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas vraiment signer de contrat avec des centres de collecte. Et que pendant la saison chaude, c'est en ce temps-là que surtout les femmes transformatrices, elles font recours au centre, alors qu'elles ont déjà des contrats avec d'autres partenaires, comme les industriels. Maintenant, si on prend tous ces défis-là, ça fait en sorte que ça crée des pertes qui sont estimées à 25%. Et ces pertes-là, ces pertes estimées, ça peut créer des irrégularités. Parce qu'une transformatrice locale qui arrive à acheter, juste un petit exemple, un lait de 100 litres, elle achète et qu'il s'avère que le lait est contaminé, elle perd. Maintenant, quelle sera la transformation? Si elle n'a pas d'autres fonds de roulement, ça va causer d'autres problèmes. En conclusion, vraiment, pour cette question de qualité de lait, il va falloir agir sur 3 ensembles et collectivement, simultanément. Par rapport à la production, il va falloir qu'il y ait vraiment de contrôle de qualité. Même si le collecteur, on peut dire qu'il ne peut pas manipuler les matériaux, mais quand même les doter avec des matériaux comme peut-être le pH, les lectos, pour les inciter vraiment à les utiliser. Par rapport au collecteur, il va falloir qu'il y ait des outils de transport. Et surtout ce qui cause beaucoup de problèmes, il y a aussi cet aspect-là au Niger. Parce que le lait, avant de prendre, un collecteur peut faire plus de 40 km avec des laits. Durant le temps d'avenir au niveau des centres, ça peut créer beaucoup de dommages. Donc, le problème des chaînes de froid, ça aussi cause beaucoup de ceci. Et aussi, même pour les femmes transformatrices, il faut qu'on les amène à signer des contrats avec les centres de collecte et aussi parallèlement par rapport au contrôle de qualité. Parce qu'on a tellement discuté avec beaucoup de femmes, elles achètent le lait, ce n'est pas toutes qui essaient de faire le contrôle de qualité. La plupart du temps, c'était avec les lactodensimétries pour essayer de voir les problèmes de mouillage. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter une analyse comparative de filières, lait de chamel dans le contexte sénégalo-mauritanien. Serena Ferrari, Francesca Fagandini, Oumi Diop et moi-même Mohamedou Lamine Ndiaye, nous sommes intéressés à la filière lait de chamel, une filière qui est historiquement pastorale, mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, il est devenu plus économique et très stratégique. Ça, on va le voir dans les diapos qui suivent. Cette étude a été réalisée dans le cadre de l'année internationale des camélidés. Comme vous le savez, 2024 a été déclarée par les Nations Unies comme l'année internationale des camélidés. Mais également l'intérêt que suscite le lait de chamel, un intérêt économique, nutritionnel et sanitaire. Et parallèlement, en Afrique de l'Ouest, on a constaté que les systèmes pastoraux étaient en train de subir des transformations et des transformations très profondes. Et dans cette zone, on s'est intéressé dans 2 dynamiques pastorales très contrastées. La Mauritanie qui a une filière caméline ancienne et ancrée, et avec ses 2 millions de chameaux, elle constitue le plus grand cheptel de l'Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal, avec sa filière méconnue,
est très peu documentée. Et dans cette étude, on cherche à répondre à la question comment le lait de chamel est passé d'un produit de subsistance à un produit de haute valeur ajoutée. L'un des premiers objectifs était de faire un diagnostic de la chaîne de valeur lait de chamel au Sénégal et en Mauritanie, mais également identifier les acteurs clés de cette filière et également faire une analyse des rapports de pouvoir économique sur les différents maillons de la chaîne de valeur, mais également fournir à la fin des recommandations. Et pour répondre à ces objectifs, nous avons adopté une approche méthodologique mixte. Nous avons, entre 2024 et 2025, fait des enquêtes socio-économiques chez les producteurs, commerçants, unités de transformation et consommateurs. Mais également, nous avons tenu des ateliers participatifs à Dara, au Sénégal, mais également au Marbat de Tinouèche, à Nouakchott, dans le périurbain de Nouakchott, en Mauritanie. Nous avons également mobilisé une approche innovante qui est la cartographie participative des émotions. Et à partir de celle-ci, nous avons pu identifier des zones de peur de ces éleveurs, leur parcours, mais également les perceptions sur les conflits, mais également sur les potentielles tensions transfrontalières. En Mauritanie, nous avons trouvé une filière relativement mature et structurée, une filière en Mauritanie qui bénéficie de l'intégration socio-culturelle en Mauritanie, mais également une filière qui comprend en son sein plusieurs acteurs, dont des industriels. Et parmi les industriels, on peut citer Tiviski, Emeshchil et Toblé, entre autres. Et la filière en Mauritanie se heurte à les inégalités sur les rapports de pouvoir qui se répercutent sur des différences de marge au niveau des maillons. Et d'ailleurs, c'est les industriels qui accaparent la plus grande marge suivie des producteurs. Mais aussi, on a constaté que les producteurs, si cette marge diminue s'ils font partie des circuits industriels. Une dynamique très différente au Sénégal. Au Sénégal, nous avons trouvé une filière embryonnaire, mais quand même avec de hautes potentialités de développement. Et au Sénégal, la filière, elle se heurte à un manque d'organisation des acteurs, mais également à un faible soutien institutionnel des éleveurs caméléons. Et au Sénégal, avec l'absence d'industriels, c'est les commerçants et les petits entrepreneurs qui accaparent les plus grandes marges, suivis des producteurs, et ensuite viennent les femmes s'activant dans cette filière. La cartographie participative a mis en évidence des zones de peur, et ces zones de peur sont liées au vol de bétail, mais également au sentiment d'insécurité au bord de la frontière, mais également aux conflits liés aux ressources. Et également, c'est des conflits qui opposent éleveurs caméliens et cultivateurs, mais également opposent parfois éleveurs caméliens avec les éleveurs d'autres espèces. Nous avons trouvé également dans cette étude que la mobilité pastorale caméline participe à fortifier la chaîne de valeur de lait de chamel. Et au niveau des contraintes, nous avons trouvé un manque d'organisation criarde et que également le problème de gestion des problèmes de santé, mais également l'absence de régulation des prix. Il y a également au Sénégal une insuffisance notoire de structures pour la transformation. Et malgré ces contraintes, on peut noter
malgré ces contraintes, on note également des opportunités. Et il s'agit du développement de la production locale, mais également les femmes jouent un rôle croissant dans la commercialisation du lait de chamelle. Par exemple, à Rufisque, on a trouvé une femme qui avait cherché sa propre marque et qui faisait convoyer le lait depuis son village d'origine, à Louga, et qu'il commercialisait à travers ses réseaux sociaux. En termes de recommandations, pour le Sénégal, il faudra renforcer la reconnaissance institutionnelle d'abord, mais aussi les infrastructures, et également aider les éleveurs camélés à s'organiser. Mais également, il faudra la mise en place d'un système de suivi de données, parce qu'il n'existe pas de données officielles sur la taille du cheptel, ni sur la production de lait de chamelle. Et en Mauritanie, il faudra juste rééquilibrer les rapports de pouvoir et qui va avoir une conséquence sur la distribution des valeurs ajoutées aux différents maillons de la chaîne. Et au niveau global, il faudra renforcer la coopération sénégalo-mauritanienne, mais également les faciliter les accès au marché. Et pour finir, cette étude met en évidence en Mauritanie une filière bien structurée et au Sénégal une filière émergente mais prometteuse. Et on a trouvé aussi que le lait de chamelle possède un fort potentiel économique, social et sanitaire. Cependant, son développement devra reposer sur une bonne structuration, une gouvernance plus équitable des ressources, mais également un soutien renforcé au Sénégal. Merci beaucoup de votre attention.